Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, merci d'être à l'écoute avec le Cercle des Chroniqueurs. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ce soir. À mes côtés, Valérie Beau avec une invitée. Bonsoir Valérie. Bonsoir, eh bien, très heureuse d'être avec vous ce soir. Notre invitée, c'est Marie Daucher. Bonsoir Marie. Bonsoir. Pour son superbe livre Et l'amour aussi. Alors, j'en avais fait une chronique, et puis on a tellement aimé, on s'est dit que vraiment ce serait encore mieux avec toi pour nous en parler. Bienvenue dans mon micro. C'est bien parce qu'en fait, la couleur de son livre, c'est exactement la même couleur que le micro. Jaune. Bonsoir à Jean-François Kérésic avec un invité également. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Et oui, on va frapper fort aujourd'hui avec Tianmi. Je sais jamais si on dit Tianmi ou Tianmi. C'est Tianmi. Tianmi, merci. Qui est avec nous pour l'album Grippal, qui est un album magnifique, qui mélange plusieurs styles. C'est vraiment une petite perle pour ce début d'année. Je crois qu'il est sorti en fin d'année dernière d'ailleurs. Il est disponible sur toutes les plateformes. Et nous allons parler de musique donc avec lui ce soir. Musique, et on peut peut-être vous faire chanter ce soir comme ça en direct. Oula, non. Je ne sais pas, on verra. Bien, on verra. On va faire chanter certainement aussi notre ami réalisateur Nathan Guerrero qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Toujours sympa que tu sois avec nous. Alors, ton son de la fierté ce soir ? Ce soir, je vais vous présenter un groupe. Enfin, ça va pas être un son de la fierté en soi, ça va être d'ailleurs un groupe en particulier. Le groupe en particulier que je vais vous présenter, c'est Étran de l'Aïr. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un groupe maghrébin. Il est quand même assez intéressant et d'ailleurs, je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure par rapport à ça. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on démarre avec, devinez qui, Annabelle Guiraud au téléphone pour un actu pour Riel. Bonsoir Annabelle, ravi que tu sois avec nous ce soir. Comment ça va ? Eh bien, bonsoir Brahim, ça va très très bien. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, c'est une chronique actu pour Riel. Un flash de 5 minutes pour faire le point sur l'actualité LGBT+, de ces derniers jours. On commence avec du cyclisme et la communication autour du Grand Prix de l'E3, épreuve belge du World Tour. Les organisateurs ont eu le mauvais goût de promouvoir leur événement avec une caricature du coureur belge Wout van Aert, triple champion du monde de cyclocross, passant la ligne d'arrivée sur un vélo sans selle. Référence à sa victoire la semaine précédente sur une course en Espagne où il avait perdu cet équipement fondamental à l'entame du dernier tour. Une caricature qui s'avère offensante pour la communauté LGBT+, car en arrière-plan étaient représentés des spectateurs hilars derrière un drapeau arc-en-ciel et une banderole en flamand équivoque, ouvrez les guillemets, à propos du maillot arc-en-ciel de Van der Poel, bien sûr. Van der Poel étant un autre coureur belge et actuel titré mondial sur la discipline. Face à la polémique sur les réseaux, la publication a été supprimée. À noter que cette organisation avait déjà été accusée de sexisme. En 2015, c'était une affiche avec la photo d'une femme, de dos, relevant sa robe et dévoilant partiellement ses fesses, avec le message qui les pincera à Harelbeke. Harelbeke étant le lieu de la course. Une affiche promo qui faisait référence au geste déplacé du cycliste professionnel Peter Sagan, avec le pinçage des fesses d'une hôtesse sur le podium du Tour des Flandres en 2013. Envie de vous dire, la classe à Dallas. Sans transition, justice. Depuis près de 2 semaines, on connaît toutes et tous l'établissement privé Stanislas dans le 5e arrondissement de Paris, notamment par les propos maladroits d'Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale en sus du sport des Jeux olympiques et paralympiques. Énième rebondissement en fin de semaine dernière avec un nouveau coup de projecteur médiatique sur cette école qui accueille près de 3500 élèves entre la maternelle et la classe préparatoire. En effet, ce vendredi 26 janvier, les associations Mousse et Stop Homophobie ont annoncé avoir déposé une plainte pour discrimination homophobe contre Stanislas après l'exclusion en juin 2022 d'une élève qui aurait dénoncé l'homophobie des membres du personnel de l'école. Les faits ne sont pas nouveaux. Déjà en février 2023, une demande d'enquête administrative avait été adressée à l'Inspection générale de l'éducation suite à des allégations graves d'actes homophobes, sexistes, de harcèlement et de discours anti-IVG au collège et lycée Stanislas. Mediapart avait publié le rapport d'enquête qui soulignait de nombreux dysfonctionnements et pratiques contraires à la loi, particulièrement pendant l'heure de catéchisme hebdomadaire.
Parmi les élèves, une jeune fille a protesté contre ces comportements discriminatoires. En classe de première, à l'époque, elle a été harcelée et exclue de l'école malgré ses bons résultats, et ce, sans avis des professeurs ni conseil disciplinaire. La décision de l'exclure a été prise par le directeur, le censeur-directeur et le préfet des premières, qui l'aurait qualifié de toxique, en raison de ses prises de position perçues comme du militantisme pro-LGBT, avec notamment le port d'un pull pro-LGBT. Suite au dépôt de plaintes de Mousse et Stop Homophobie, Étienne Desoulières, avocat de ces deux associations, rappelle que les LGBT-phobies est un délit puni par le code pénal et qui s'applique également aux personnes travaillant au sein d'établissements d'enseignement catholiques. Passons à présent à la visibilité LGBT+, chez nos politiques, avec Sonia Tir, conseillère politique et ancienne journaliste, avec son premier livre, Sortir du placard, LGBT en politique. Paru le 17 janvier dernier, soit 8 jours après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, cet essai est le fruit de plus d'une centaine d'interviews qui analysent la visibilité des personnes LGBT dans le paysage politique français et l'impact sur leurs pratiques politiques. Parmi les personnalités interrogées, des ministres, députés, sénateurs, maires, diplomates, militants politiques, comme par exemple Gabriel Attal, Clément Beaune, David Béliard, Marico, Alice Coffin, des députés RN, Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, et Thomas Ménager, qui a d'ailleurs fait son coming out à travers le livre. Mais pas un républicain. Omerta. L'autrice note toutefois une libération de la parole depuis le mariage pour tous en 2013. Mais cela n'empêche pas les discriminations et le harcèlement de perdurer dans et hors l'organe politique. Sortir du placard, LGBT en politique, un ouvrage de Sonia Tir aux éditions Fayard. Sans transition, intéressons-nous au programme TV de ces prochains jours avec une nouvelle qui va mettre des paillettes dans votre écran. C'est confirmé, la gagnante de Drag Race France saison 2, Keona, est au casting de la saison 2024 de Danse avec les stars. Keona fera-t-elle mieux que Bilal Hassini en 2021, qui avait terminé second avec son partenaire de danse Jordan Mouirak? Vous le saurez en suivant cette drag queen qui ne manque pas d'audace dès le 16 février prochain dans le programme phare de TF1, Danse avec les stars. Série à présent avec Fellow Travelers. L'histoire est inspirée du livre éponyme de Thomas Malon. Je vous raconte l'entame de l'histoire. Le scénario se passe aux États-Unis. Tout commence par une soirée électorale dans les années 50. Hawkins Fuller, fonctionnaire ambitieux, croise le regard de Tim Lothring, catholique, anticommuniste, futur collaborateur du sénateur McCarthy. Comment vivre cet amour homosexuel dans une Amérique puritaine et intolérante? Car oui, jusqu'en 1962, les USA criminalisent les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Et à cette époque, le sénateur McCarthy, au cœur du film, est anticommuniste et fait la chasse aux homosexuels, alors que lui-même a eu des relations avec des hommes dans le passé. Dans cette série, on suit le destin bouleversant de Hawkins Fuller et Tim Lothring, qui s'achèvent avec les années SIDA dans les années 80 à San Francisco. Fellow Travelers, une série à voir actuellement sur MyCanal. Enfin, je terminerai cette chronique en rendant hommage à Frédéric Edelman, qui nous a quittés dans la nuit du 25 au 26 janvier à l'âge de 72 ans. Frédéric Edelman était spécialiste de l'architecture au journal Le Monde et aussi l'un des pionniers en France à anticiper les ravages du sida. En 1984, peu après avoir appris sa séropositivité, il confonde AIDS avec notamment Daniel Defer, décédé en 2023, et Jean-Florian Mététal, médecin dont il fut amoureux et qui meurt prématurément en 1992. Frédéric Edelman connaîtra un second amour, Caroline Bagros, qu'il épousera. La vie sentimentale fera qu'ils se sépareront, mais resteront toujours très proches jusqu'à la fin. Frédéric Edelman aura ces derniers mots pour Caroline. « Tu es un ange », puis fermera les yeux à jamais dans ses bras. Hommage à Frédéric Edelman, pionnier de la lutte contre le sida. Voilà, ce tour de l'actu LGBT+, est à présent terminé. Pekcar à toutes et tous. Merci Annabelle. Tour de table pour voir, on peut faire réagir un peu les personnes qui sont avec moi. Valérie, qu'est-ce que tu as retenu J'avais entendu, bien entendu, toute la France connaît maintenant l'établissement Stanislas, mais alors qu'une jeune fille ait été exclue de cet établissement parce qu'elle a dénoncé la LGBT-phobie, l'homophobie, alors là c'est vraiment plus édifiant qu'édifiant. Voilà. Notre invité. Oui, alors moi j'ai lu tout le dossier de Mediapart qui est quand même assez édifiant également. C'est pas de Stan qui, ce qui m'embête, c'est que quand même le Premier ministre
a quand même nommé dans son gouvernement des gens qui étaient opposés à nos droits il y a 10 ans, et on va en parler avec ce livre, j'imagine, et qu'il n'a rien fait dans les enquêtes aussi qui concernaient Stanislas. Donc c'est problématique parce que on nous oppose en disant oui, mais c'est un gay, c'est une avancée pour tout le monde, mais c'est pas forcément une avancée pour tout le monde en fait. Ça montre simplement que pour être, il faut montrer patte blanche, tous les signes de l'hétéronormativité pour être un bon gay, comme pour être une bonne femme, pour être voilà. Et enfin, je trouve ça très problématique en fait. Jean-François ? Alors, moi, si tu veux, Marie, j'ai le 06 de Gabriel Attal. En vrai, c'est vrai en plus, parce que je lui avais proposé de venir, et voilà, si tu veux lui parler. Moi, en fait, je suis assez intéressé par la série dont a parlé Annabelle, qui passe sur MyCanal et qui raconte un tout petit peu l'histoire des gays. Ça m'intéresse assez. Et puis, j'ai vu qu'on maintenant dit plus Stanislas, mais Stan. Donc ça. Oui, ça fait très longtemps qu'on dit Stan. Ah, d'accord, ok, Voilà. pardon. Moi, je me dis pas très intéressant en fait. Merci Annabelle. Merci à vous et à très vite. Merci, à très vite dans mon micro, dans quelques semaines on va dire. Et effectivement, dans quelques Bien. semaines. On t'embrasse. Merci, ciao ciao. À très bientôt. À bientôt. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous allons maintenant passer à Valérie Beau et ton invité qui présente un très très bel ouvrage qui s'intitule Et l'amour aussi. Tout à fait. Eh bien, merci Marie d'être venue. Alors, là, dans la 4e de couve, on peut lire Marie Daucher, photographe, réalisatrice et activiste féministe. Et puis, je vais te laisser te raconter, te présenter ce qui t'a amené à ce livre. Oui, alors je suis photographe, mais j'ai pas fait toute ma carrière en tant que photographe. J'ai commencé à 38 ans et j'en ai 61. Et donc, 10 ans après avoir commencé en tant que professionnelle, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de femmes. Enfin, les femmes étaient là, mais elles n'étaient pas représentées dans la photographie. Et donc, j'ai commencé à prendre une identité d'homme pour montrer, en ouvrant un blog, pour montrer en quoi ce problème était un problème vraiment de représentation. Et donc, tout ça a bien entendu fait dévier ma carrière, puisque quand on est activiste, féministe, on n'a plus de boulot, donc ça devient compliqué. Mais voilà, on a obtenu quand même des résultats. Et il se trouve que il y a 2 ans, donc fin 2021, le ministère de la Culture a lancé une grande commande pour soutenir la profession des photographes, qui est assez désespérément en berne, et puis surtout après le Covid, et a demandé à la BNF donc de gérer cette commande. C'est vraiment une grande commande, il n'y en avait jamais une de cette ampleur. C'est le recrutement de 2 fois 100 photographes, avec des moyens. On a chacun été doté de 22 000 euros de TTC. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait pour faire un projet comme ça, c'est pas non plus énorme. Mais ça permet de réaliser un projet effectivement. Et donc le thème principal, c'est radioscopie de la France post-Covid. Et donc moi j'ai candidaté pour travailler l'année 2022. Et je me suis dit, 2022, c'est 10 ans après les débats sur le mariage. Et les lesbiennes avaient été particulièrement invisibilisées. On manquait de représentation, comme d'habitude, et de représentativité politique. C'était assez flagrant, alors que nos corps étaient au cœur des projets de loi. Et donc, je me suis dit que j'allais travailler sur ce sujet, c'est-à-dire 10 ans après, savoir comment les lesbiennes allaient, en fait. Si elles s'étaient mariées ou pas, ce qu'elles avaient fait, comment ça s'était passé, parce que ça a été un moment extrêmement difficile pour nombre d'entre nous. Et donc voilà. Et donc j'ai fait un dossier et j'ai été lauréate. Donc j'ai travaillé pendant 9 mois de l'année 2022 sur ce sujet, en sachant dès que j'ai su que je l'avais, donc c'était tout à la fin décembre 2021, que je ferais un livre, parce qu'il n'y a rien en fait sur ce sujet. Il n'y a rien sur les lesbiennes à un niveau sociologique. Moi, en tant que photographe, je ne connais que 2 livres en fait qui abordent les lesbiennes
de façon à faire des archives, avec un point de vue sociologique. C'est le livre de Zanele Muholi qui s'appelle Faces and Phases, que j'ai découvert en 2012, donc c'est quand même tard. Donc c'est un travail qu'elle a fait au tournant des années 2000. Donc elle est activiste, lesbienne, sud-africaine. Et donc ça a été un choc de découvrir ce travail. Et puis après, j'ai découvert un travail qui avait été fait bien avant par une Américaine qui s'appelle Joan Byron. Et vers la fin des années 70, aux États-Unis. Et avec des entretiens aussi, comme ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est les deux seules références que j'avais. Donc il y avait de la place pour faire quelque chose quand même. Oui, et d'ailleurs, Muholi a été exposé à la MEP l'année dernière. On en avait largement parlé. Et son travail, effectivement, est absolument passionnant. Et maintenant que tu en parles, c'est vrai, il y a quelque chose comme ça d'exploration militant aussi. Parce elle continue à travailler là-dessus, c'est un activisme. Pour en revenir à ton projet, donc tu es parti, voilà, pendant 9 mois à ce projet, tu avais des contacts, tu avais des pistes. Alors l'idée, c'était quand même de m'éloigner le plus possible de mon milieu. Parce que je voulais montrer la diversité des profils. Et donc, alors il y avait déjà quelques personnes que je voulais qui étaient des militantes, parce que c'est quand même il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux, c'est un combat. Et donc il y a des militantes qui sont, par exemple, certaines qui vont travailler sur l'histoire des lesbiennes, d'autres qui vont travailler sur les solidarités, par exemple, avec des femmes réfugiées. Voilà, donc ça, je voulais en montrer quelques-unes. Il y a Alice Coffin, là, dont on a entendu parler aussi, que j'avais photographiée dans la déferlante et avec qui j'ai milité à la Barbe. Et donc voilà, il y avait quelques lesbiennes que je voulais comme ça, voilà, pour montrer vraiment, ancrer ça de façon très politique. Et puis les autres, j'ai essayé de les trouver le plus éloignés de moi en passant souvent par des hétéros. C'est-à-dire que, par exemple, si j'étais invitée à faire un workshop dans une telle région, je demandais aux organisateurs, est-ce que vous connaissez des femmes autour de vous ? Et on connaît tout le temps un peu une femme ou deux femmes, ça peut être une cousine, une tante, une copine de classe, etc. Et donc en fait c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis aussi, je voulais éviter les centres LGBT parce que je voulais beaucoup de diversité. Et aussi, je voulais vraiment trouver aussi des femmes qui ne se disent pas lesbiennes, qui sont encore un peu pas vraiment dans le placard, mais qui sont pas si visibles que ça. Et donc, je voulais aussi aller dans des zones rurales, dans des grandes villes, parce que les réalités sont différentes, et puis avoir des âges différents, ça va de 17 à 77 ans. Voilà. Oui, et c'est une mosaïque très hétéroclite. Ouais. Chacune, il y a un titre. Alors, lorsqu'on le feuillette, en fait, il y a plusieurs degrés de lecture. D'abord, c'est un très bel objet. Qui a fait la maquette ? Enfin, là, c'est édité par la Déferlante Édition, mais la maquettiste est une formidable artiste aussi. Oui, elle s'appelle Marine van Ulm. Et c'est... Alors oui, il faut parler du livre, parce que bon, tout de suite j'ai su que je ferais un livre, et je l'avais proposé à un éditeur photo, et puis qui avait accepté. Mais c'est une discussion justement avec Alice Coffin et Yuri Casalino qui m'ont dit il faut que ce soit plus mainstream, qu'il y ait plus de visibilité. C'est vrai que les livres photos sont souvent un peu plus impressionnants, un peu chers. Il n'y a pas de rayon photo dans toutes les librairies. C'est vrai que ça limite, c'est des tirages qui tournent autour de 1000 exemplaires, donc la diffusion est assez moindre. Et puis, il se trouve qu'une amie, Ingrid Millot, qui est une iconographe indépendante, suivait ce travail avec moi. C'est-à-dire à chaque fois que je revenais de prise de vue, je lui montrais ce que j'avais fait. Et il se trouve qu'elle est directrice photo de la Déferlante. Et donc, elle leur en a parlé. Bon, moi, je travaillais déjà pour la Déferlante aussi. Et donc, Lucie Geffroy, qui est une des 4 associées, m'a appelée en me disant « Bon, on aimerait bien faire ce livre avec toi. » Et j'étais pas très chaude parce qu'elles avaient fait qu'un seul livre de texte. Et puis, elles m'ont rappelé en me disant « Bon, alors, on va prendre le temps et on t'explique ce qu'on veut faire. »
Et là, j'ai compris que c'était le meilleur endroit parce que je leur ai dit, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est un livre qui soit, que les gens puissent avoir dans leur sac, qu'ils puissent avoir près d'eux, qu'il y ait un rapport assez intime. Il est petit, il tient dans la main. Enfin, on peut le mettre dans un sac assez facilement, contrairement à des livres photos. Je voulais qu'il soit pas très cher. 25 € pour un livre avec autant de texte et plus de 60 images. C'est quand même une performance. Et puis, il a un tirage qui est assez important puisqu'il est à 6000 exemplaires. Et il va peut-être être édité. Donc, voilà, c'était le bon choix, en fait. Et la Déferlante a construit une équipe autour de ce projet parce qu'il fallait écrire les textes. Moi, j'avais enregistré, j'avais chaque personne, j'avais retranscrit les textes, mais c'est une matière brute, en fait, qui était énorme, mais c'est une matière brute. Il faut pouvoir écrire, il faut pouvoir revalider avec chacune, il faut que ça fasse un ensemble assez cohérent, qui rende compte de toutes les questions qui nous traversent à différents endroits. Et donc, elle a confié ça à une jeune femme qui s'appelle Diane Mileli, et qui a fait un travail remarquable d'écriture, de réécriture, de validation avec chacune. Et il y a eu énormément de respect, même jusque sur les machines à l'imprimerie. Tout ce livre a été porté par une sorte par une joie, parce que moi j'étais très très heureuse d'avoir cette commande, et par de la joie, et puis de l'amour, et puis beaucoup de compétences. Ouais, ça. Alors c'est vrai que c'est mon nom qui est sur le livre, mais c'est un travail collectif. Toutes les femmes qui se sont représentées, puisque elles se sont représentées où elles le voulaient. Je leur ai proposé de faire la photo où elles le voulaient. Ça change tout, en fait. C'est où elles veulent, comme elles veulent. Donc ça, c'était important, ouais. Oui, on rentre dans une intimité et tu parles d'une joie de l'équipe, ça se ressent. Ouais. On ressent chaque personnalité aussi, mais justement avec une sorte de pudeur, parce qu'il y a des photos très intimistes, mais avec tellement de tendresse. Oui. Et il faut oser se montrer au monde comme ça. Donc c'est immense, c'est un cadeau de se montrer, parce que les lesbiennes, comme tu dis, on les voit nulle part. On les voit pas. Donc là, on les voit éclatantes, oui. Avec un talent de photographe. Chacun va dans la générosité, dans être soi. Et c'est très agréable parce que aussi, lorsqu'on le feuillette, c'est pas un livre qu'on lit de bout en bout forcément, mais lorsqu'on le feuillette, et qu'il ne lâche plus. Lorsqu'on le trouve dans la librairie, qu'on le feuillette, mais en fait, on s'y retrouve toujours quelque part. Et on se dit, ah oui, et puis on voit toutes nos facettes, tous les âges, les prénoms, et donc avec toujours une sorte de petit titre. Oui, un extrait de l'entretien. Oui. Et sur lequel on se dit, ah tiens, moi, quand je l'ai découvert chez Volant & Co, il y avait une expo photo. Oui. Et j'ai pas pu repartir sans. Je m'étais dit, on devra absolument en parler ici. Donc, je suis très heureuse que tu sois là. Et je tombe là, par exemple, sur une qui dit, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à l'école, on nous a toujours appris l'hétérosexualité, Éléonore. Il y a à l'église, les gens savent qu'on est ensemble. J'en prends au hasard. Au milieu rural, l'hétérosexualité est considérée comme la norme. Sophie et Marie-Céline, et puis on les voit heureuses en photo. Et j'ai lu donc la préface aussi, de comment ça s'est passé pour Anne Poly qui a fait la préface. Alors, moi je connaissais Anne Poly pour le livre qu'elle avait fait, qui était absolument remarquable. C'est aussi elle qui a créé les Dyke Ménopause. Ce sont des soirées qui ont lieu, je ne sais plus à quelle fréquence, peut-être tous les trimestres à la Villette. C'est l'idée pour elle, c'était de dire on vieillit et on peut plus aller en boîte de nuit jusqu'à 6h du mat. Il faut faire quelque chose de différent. Alors il y a plein de jeunes qui y sont aussi, mais donc je la connaissais par ce biais-là. Et puis en fait c'est la Déferlante qui lui a proposé d'écrire ce texte. Et donc on s'est rencontrés pour vraiment se parler. Et j'ai trouvé que son texte était très touchant. Quand elle le conclut en disant moi si j'avais eu ce livre mais ça m'émeut parce que moi aussi j'aurais eu une vie différente.
c'est vrai. Je l'aurais eu, effectivement, comme si on est là aujourd'hui, tous et toutes autour de cette table, c'est parce qu'on aurait eu envie de cette émission de radio. Comme ce livre est très important, parce qu'on a besoin des repères, de s'identifier et de voir enfin des lesbiennes heureuses, parce que entre les modèles dans le cinéma, érotisés, etc., ou dépressifs, bref, les choses avancent. Mais voilà, tout le monde s'y retrouve. Il est extraordinairement mis en page. On comprend tout le travail derrière. Là, il y a la page avec Alice Coffin, Alice et Sylvia. Il faut investir la dimension transgressive du mot lesbienne. Et la photo est absolument magnifique. Il faut y aller quand même, parce qu'elle est quand même exposée et se montrer dans son intimité. Et elles sont tellement belles et tellement heureuses. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a qui ont décidé, qui ont voulu être... Alors, ce qui n'est pas le cas de Yuri. C'est la seule photo que j'avais fait un peu avant. C'était une commande de la Déferlante. Et c'est un moment... Moi, j'avais lu le texte que Alice avait écrit. C'est le moment où elle était encore sous protection policière, elle était très tendue, etc. Et donc quand je suis arrivée, alors on se connaît quand même avec Alice et Yuri, et je ne sais plus ce qui a précédé à ça, mais quand je suis arrivée, je leur dis, vous voulez pas là, parce que c'est sur le corps, voilà, elle avait écrit un texte vraiment sur son corps de militante, son corps de politique, son corps d'amante, etc. Et j'ai dit, et si vous enleviez vos t-shirts, et elles ont dit oui, tout de suite, et on a passé un moment... Voilà, dans tout ce tourbillon, c'était un moment très très tendre, très. Oui, elle est courageuse, oui. Voilà, mais elles le sont toutes. Parce que pour décider d'aller dans ce projet, moi, il y a 10 ans, je ne l'aurais pas fait. J'allais te dire. Je n'aurais pas participé il y a 10 ans à ce projet. Et on t'aurait proposé d'être pris en photo et d'être sous quelle langue? Non, il y a 10 ans, je ne l'aurais pas fait. Ah, oui. Maintenant, oui. Mais il y a 10 ans, je ne l'aurais pas fait. Et parce qu'il y a 10 ans, c'est les manifs qui font qu'un jour, il y avait une 50aine de bus qui se garaient en janvier 2013, place de la Nation. J'habite pas très loin. Et là, il y a quelque chose qui a dévissé dans ma tête. Là, je me suis dit, et je me suis mise à crier de colère en disant, je suis lesbienne et je vous emmerde. Alors que lesbienne, je l'aurais jamais dit. Il aurait fallu m'arracher la langue, quelque chose pour que je le dise. Ce mot-là. Et ce mot particulier, et depuis que je l'ai dit, c'est devenu émancipateur, oui. Ma vie a changé. C'est vrai que ce dont on se rend compte en lisant ce livre aussi, c'est que toute cette haine qui s'est déversée sur nous a eu un effet inverse, en fait. C'est que pour beaucoup, nous sommes sortis, nous sommes rendus visibles et avec joie. Et c'est ça, en fait, que l'on voit. Il y a des histoires qui sont dures dans ce livre, et cependant les portraits ne sont pas empreints de pathos. On est heureuse de faire ça parce qu'on a bien su qu'on manquait de représentation et que cette absence de représentation nous désigne comme des cibles faciles, et puis on se construit pas bien sans représentation. Ça serait quand même mieux qu'on fasse les nôtres, et voilà, on a fait nos représentations. Oui, je pense que tu as trouvé le mot, justement, ce livre est émancipateur, c'est exactement ça. Et là, lorsque j'ai une nouvelle page, c'était soit je pars, soit je meurs, Nevada. Avec toujours dans la photo, on sent déjà l'empreinte d'une personnalité, et le fait effectivement que ce soit suivi d'un texte. Et tout ce travail, ça donne du volume, de la puissance au livre. Alors, le texte, si j'ai 2 secondes. Oui, c'est Brahim qui est le maître des horloges. Alors, aux militantes, avec les militantes, on a parlé de ce qu'elles faisaient, de leurs actions. Mais avec les autres, j'avais alors je ne suis pas la meilleure intervieweuse, j'avais jamais fait ça, mais j'avais une grille de 3 questions. En gros, qui était où étiez-vous il y a 10 ans? Voilà, ça permet déjà de poser quelque chose. Alors, il y en a qui répondent plus ou moins, parce que les plus jeunes ne s'en souviennent pas, les réfugiés n'y étaient pas. Donc voilà, mais en gros, ça permet de parler de pas mal de choses. Après, avec quelle représentation vous vous êtes construite?
Alors là, c'est le royaume de l'absence. Et c'est là où c'est intéressant de voir. Voilà, il y a des séries comme The L Word qui ont beaucoup marqué. Il y a Catherine Lara pour des gens de ma génération, Amélie Mauresmo. Il y a des personnalités comme ça, mais en creux, on voit bien cette absence où on se construit avec des bouts d'hétéronormativité. Enfin, il y a quelque chose d'assez complexe et de créatif, en fait. Et puis, la dernière question était comment vous vous nommez ? Parce que se dire, ça dit des époques. Ça dit, si on se dit Gwyn, queer, lesbienne, j'aime quelqu'un, etc. Donc, ça dit des époques, ça dit à l'endroit où on en est aussi, de prise de conscience politique, ça dit beaucoup de choses. Et je trouvais que cette question leur permettait aussi de déployer un parcours. Enfin, ça marchait un petit peu comme un autoportrait à plein d'endroits. C'était souvent... moi, je suis toujours repartie extrêmement joyeuse de ces rencontres. Vraiment. Il n'y en a pas une qui s'est mal passée. Si, une. Mais elle est partie. Elle est partie volontairement. Enfin, bon, voilà. Il faut tout nous dire, là, maintenant. Non, mais ça a été... Voilà, ça a été heureux d'un bout à l'autre, oui. Ouais. Et ça se sent dans les photos, dans les textes, ça se sent. Alors la déferlante m'a demandé de faire aussi, pour chaque prise de vue, un petit texte de contexte. Et c'est vrai que ça permet de voir comment on s'est rencontrés, ce qu'ils avaient choisi, de mettre des contextes, d'expliquer parfois des choses qui ne sont pas dites dans le texte. Voilà. C'est un livre formidable avec des personnes, on va dire, anonymes qui ne le sont plus, au moins dans leur prénom, oui. Des personnes plus connues. Et, oui, là, il y a Tani. Voilà, donc c'est vraiment indispensable à voir, à connaître, à offrir, à partager. Voilà, c'est merci. Super. Tu vas t'en arrêter là, tu vois, à mon avis. Oui, tes projets alors. Non, on va pas y avoir de suite parce que je peux pas faire mieux. Ouais. Franchement, il faut des conditions vraiment particulières pour faire un projet comme ça, et pour que toutes ces conditions soient ramassées là à ce moment, je vois pas comment ça pourrait ça pourrait continuer. Tu as beaucoup parlé de visibilité, même à travers ton livre. On a démarré cette émission aussi en parlant un peu d'Attal. Qu'est-ce que tu penses de la visibilité aujourd'hui, lesbienne et même gay, dans notre société, si tu avais des choses à dire dans ce domaine? Alors, bon, il y a des choses qui ont avancé, ça me paraît évident, et je pense que il y a eu pas mal de films aussi où il y a des rôles qui sont donnés. J'ai pas mal échangé, par exemple, avec John Byron aux États-Unis avant de commencer le projet, et elle avait vu la série 10% avec cette figure de Camille Cotin, c'est ça? Donc il y a des personnages qui arrivent à émerger comme ça chez les lesbiennes. Je vais parler que des lesbiennes. Les gays ont plus de place que nous, donc on va en profiter. Et il y a une petite amélioration, mais pas vraiment. On voit récemment comment Muriel Robin a été laminée alors que ce qu'elle disait était vrai. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est lesbienne, ça a un impact sur nos carrières. Récemment oui, très récemment. Elle a été laminée, ah oui. Ah bah ouais, elle a été laminée sur les réseaux sociaux en disant que elle était la seule actrice qui avait dit publiquement depuis longtemps qu'elle était lesbienne. Et c'est vrai, Jodie Foster l'a dit beaucoup plus tardivement, en sachant l'impact que ça aurait sur sa carrière. D'ailleurs, elle produit maintenant ses propres films. C'est bien qu'elle savait très bien ce qui allait arriver. Donc voilà, quand Robin dit ça, c'est un déferlement de haine contre elle, quoi. Donc il y a encore beaucoup de problèmes, oui. Ouais. Donc il y a une petite amélioration, je trouve, mais on a l'impression que ça va mieux, mais c'est souvent dans des milieux très urbains, un peu modernes, moderne, c'est bête ce mot. Non, je dirais des milieux urbains. Un peu citadins, urbains, peut-être. Moi, je ne suis pas convaincue qu'il soit très facile d'être une jeune lesbienne. D'ailleurs, on le voit, les résultats, il y a quand même des tentatives de suicide, du harcèlement, etc. Dans des banlieues comme Versailles, par exemple. Parce que Muriel Robin, en fait, associait cette espèce de coming out, en fait, au fait d'être désirable ou non. Et en fait, elle précisait que pénétrable même, et désirable. Elle considérait que du coup, on n'était plus désirable ni pénétrable à ce moment-là. C'était un mot fort, quand même. Ouais.
Ah bah oui, elle n'a pas mâché ses mots, elle a eu raison. Et ce qu'elle disait était très bien. Et j'ai vu la même émission, quelques temps après, ils avaient invité un mec qui est je sais plus comment il s'appelle, qui est gay, qui est comique là sur Instagram. Je vois des fois des vidéos de lui. Son nom m'échappe. Et donc, un des animateurs lui dit « Mais alors, Muriel Robin, ce qu'elle a dit, c'est vrai ou pas ?» Il dit bien sûr. Et donc là, puisque lui le dit, puisque c'est un homme, on le croit. Ah oui, Mais Robin le dit, elle, on la croit pas. Donc il y a encore énormément de problèmes, hein, bien sûr. Et quand tu dis qu'il y a une meilleure visibilité plus chez les gays que les lesbiennes, c'est dû à quoi? C'est parce que les gays sont des hommes déjà. Ouais. Donc ils ont plus de visibilité, ils ont plus accès aux médias, au pouvoir. Oui, les gays sont des hommes. Enfin, en gros, oui, c'est ça. Et donc, ils bénéficient... Alors, il y a plein d'autres problèmes, hein, voilà, mais ils bénéficient effectivement de ce statut d'homme, avec un meilleur accès. D'ailleurs, on l'a bien vu dans la littérature. La littérature gay est beaucoup plus importante, a été éditée que la littérature des lesbiennes. Un livre comme ça, on est en 2024, pour avoir toutes les conditions pour le faire, c'est un long parcours. Il y a beaucoup plus de choses qui concernent les gays, bien sûr. Ouais. Moi, ça me fait penser à Violette Leduc, qui est une écrivaine que je ne cesse de lire et de trouver sublime. Et je me dis qu'elle n'est pas à sa place, elle n'a pas pris sa place encore dans la littérature française. C'est formidable, Jean Genet, mais et aussi bien Violette Leduc, et ça résonne pas encore dans la société, d'être crédible presque, d'être une femme déjà. Oui, c'est ça. Moi, je vais dans les librairies, je regarde les livres de femmes, les livres d'hommes. Je me rends compte qu'il y a un tout petit pourcentage de livres de femmes comparé aux étalages de livres d'hommes en permanence. Alors par contre, il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, il y a quand même pas mal de librairies. Je vois par exemple comme Violette & Co. Je suis allée aussi à Besançon. Enfin, je tourne pas mal en ce moment avec une très très grosse production de livres féministes sur des questions qui concernent les femmes. Et des livres qui, il y a 5 ans, n'existaient pas. C'est très important. Bien. Merci. Merci. Merci de votre invitation. Tu restes avec nous pour la suite de l'émission? Pas très longtemps, parce que demain, je pars de bonne heure. Très bien. Eh bien, on va te libérer alors. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation et bravo pour cet ouvrage en tout cas. Merci. Au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. On passe à la musique, Nathan? Pour cette musique en particulier, d'ailleurs, au passage, je vais quand même vous présenter d'abord l'artiste, parce que vous n'allez probablement pas le connaître, mais il faut savoir qu'au cœur des vastes étendues désertiques du Niger émerge une voix musicale distinctive, celle de Etran de l'Aïr. Ce groupe, formé dans la région d'Agadez, incarne la richesse culturelle du désert saharien à travers une fusion envoûtante des sons traditionnels touareg et de nuances contemporaines. Leur musique transcende les frontières, transportant l'auditeur dans un voyage sonore captivant et mystique. Etran de l'Aïr puise profondément dans les riches traditions musicales touareg. Les instruments traditionnels tels que la guitare tande, la calebasse, le luth tinde sont habilement intégrés dans leur son, créant une toile sonore qui reflète la profondeur de leur héritage culturel. Tout ça, ce sont des instruments qui sont d'origine du coup nigérian et aussi subsaharien. La musique du coup d'Etran de l'Aïr capture l'essence même du désert. Les mélodies sinueuses et les rythmes hypnotiques évoquent les vastes étendues du Sahara, offrant une expérience sensorielle qui transcende les frontières physiques pour emmener l'auditeur dans un voyage à travers le paysage aride et majestueux. Les paroles de leurs chansons racontent des histoires de la vie quotidienne, des traditions touareg, de l'amour et des défis auxquels la communauté fait face. La poésie de leurs paroles ajoute une dimension narrative permettant à l'auditeur de plonger plus profondément dans la culture et l'histoire touareg. Bien que profondément enracinée dans la tradition, la musique d'Etran de l'Aïr n'est pas statique. Il s'infuse des éléments contemporains, créant une harmonie entre le passé et le présent. Cette fusion rend leur musique accessible à un public mondial, transcendant les barrières culturelles. Etran de l'Aïr n'est pas seulement un groupe de musique, mais aussi une force sociale et culturelle. Ils incarnent la résilience du peuple touareg et contribuent à la préservation de leur identité culturelle à travers la musique. En tant qu'ambassadeurs sonores, ils partagent leur histoire avec leur monde. Les performances en direct d'Etran de l'Aïr sont des expériences qui sont d'ailleurs captivantes. L'énergie brute, les danses traditionnelles et la connexion profonde avec leur musique créent un spectacle vivant qui va au-delà du simple divertissement, offrant une immersion totale dans leur monde musical.
Étrands de la Hire joue un rôle crucial dans la scène musicale mondiale, élargissant notre compréhension de la diversité musicale. Leur contribution à la musique du monde ouvre des portes vers des traditions souvent méconnues, offrant ainsi une fenêtre sur la richesse musicale de la région du Sahel. D'ailleurs, si vous voulez vous promener dans le cœur du désert africain et plus précisément la région du Sahel, vous pouvez toujours aller faire un coup de tour sur Quest TV. Il y a un magnifique concert qui date de 2021 qui a été fait au Moods. Étrands de la Hire s'impose donc comme un groupe qui transcende les frontières musicales et culturelles. Leur musique est un pont entre le passé et le présent, entre la tradition et l'innovation. Et en écoutant Étrands de la Hire, on est invité à un voyage sensoriel à travers le désert, guidé par des sons envoûtants d'une culture qui persiste à travers les notes et les rythmes. Non seulement des musiciens talentueux, mais aussi des gardiens passionnés d'une riche tradition musicale qui trouvent une nouvelle vie à travers leurs mélodies envoûtantes. On va écouter maintenant un magnifique son qui date d'il y a 2 ans, qui date de leur dernier album. D'ailleurs, au passage, c'est leur dernier album qui est sorti il y a 2 ans. Ça fait déjà un bon bout de temps, mais je crois d'ailleurs qu'ils en ont un qui est encore en cours, qui va arriver. Pendant ce temps, on va écouter du coup un morceau qui s'appelle Aomnia. On écoute ça tout de suite.
l'invité du jour. Nathan, finalement, tu as pensé à moi parce que ça fait partie un peu de mes origines, le Maroc, le Sahara, tout ça. Donc tu t'es dit, il y a matière à faire pour Brahim. Oui, effectivement, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, enfin, c'est quelque chose en tout cas que je voulais absolument présenter parce que c'est quelque chose d'intéressant en tout cas. C'est notamment un groupe que j'affectionne de plus en plus à force de l'écouter aussi, même si bon, j'ai la petite promotion. Je sais, Jean-François m'a regardé tout à l'heure, me disant tu l'as toujours bien placé. J'ai envie de dire oui, je les place bien. Je fais la même chose, donc c'est pas, je t'en veux pas. Au contraire. Bah écoute, je sais bien, mais de toute façon, là, le but pour moi, c'est pas forcément de promouvoir ma boîte, c'est aussi de vous présenter aussi beaucoup d'artistes qui sont aussi représentés donc à travers nos contenus qu'on a, mais que je découvre aussi en même temps. Et c'est des choses forcément que je sais que probablement ça va vous plaire. Voilà, j'ai décidé aussi de passer cette musique parce que oui, ok, très bien, Brahim, c'est vrai que ça fait référence du coup à beaucoup de tes origines, mais surtout c'est quelque chose qui me plaît énormément moi en tant que musique, et du coup c'est pour ça que je tenais à la passer, je tenais à présenter cet artiste ce soir. Oui, Nathan, et on passe tout de suite pour vous présenter un autre artiste par l'intermédiaire de notre chroniqueur Jean-François Kérésic. Eh bien oui, ce soir, c'est Tianmi, comme je vous le disais, qui a accepté mon invitation. J'en suis absolument ravi. Il vient de sortir un album qui s'appelle Gris Pâle. On reviendra sur ce titre après, parce que c'est tout sauf pâle, c'est tout sauf gris. Mais on va revenir là-dessus. C'est à la croisée des styles, à la puissance des mots. Comment est né Tianmi ? Comment est né Tianmi ? Alors Tianmi est né il y a longtemps, donc moi j'ai 22 ans. Donc je pense que Tianmi est né il y a 22 ans, puisque Tianmi c'est mon deuxième prénom. Voilà. Et mais j'ai commencé à évoluer en tant que Tianmi en 2020. Donc je fais de la musique depuis super longtemps, et quand j'étais au lycée j'avais un groupe de rap, et j'avais pas spécialement de nom à moi. Voilà, je m'appelle Vincent, on m'appelait Vincent quoi dans le groupe. Et quand je me suis plus émancipé et que j'ai voulu faire mes trucs solo, bah là je me suis dit Tianmi, j'aime bien ce nom, ça me représente, et vu que je veux un peu parler de moi dans ma musique, je me suis dit autant mettre mon deuxième prénom que je trouve très beau et que j'aime bien, que j'affectionne. Voilà. Et qui est très beau, ça je Là, confirme. Non, c'est un très beau prénom. Tu fais des études musicales. Plus maintenant, mais oui, j'ai fait une école de jazz. C'est ça. Et je suis passé par la fac de musicologie aussi à un moment. Voilà, donc il y a quand même un background musical depuis le début. Oui, c'est pas je venu suis par toujours au hasard. conservatoire. Oui, c'est vrai que je fais toujours des études de musique en fait. Oui. Mais on n'arrête jamais ça en fait. Non, ah bah non, faut toujours apprendre. Comment tu définis ta musique ? Alors, Je parle pas uniquement de ton album, mais de la musique que tu fais, que j'entends depuis quelques années maintenant. Bah alors, avant de définir par style, je dirais que c'est une musique qui est assez colorée, assez organique. J'entends organique par l'utilisation de beaucoup d'instruments acoustiques. En termes de style, du coup, c'est plus... donc là, il y a une base rap, hip-hop, mais qui se tourne vachement vers de la variété française, un peu de soul, et du coup, un peu de jazz aussi, de par ma formation. Même si j'en incorpore pas tant que ça, mais il y a une identité de jazz. Je sais pas si on la ressent, mais je pense qu'on la ressent. En tout cas, moi, j'essaye de la faire ressentir dans ma musique. Et voilà quoi. On sent bien l'identité de jazz, on sent aussi, tu parlais de variété française, dans le sens noble du terme, parce que quand on dit ça, ça peut être un peu péjoratif, alors que ça ne l'est pas du tout en réalité. Hein. Je pense au morceau Thé au jasmin, Ouais. qui est, alors, moi, oui, non, mais c'est très beau. Moi, je le rapproche d'un, alors je sais pas, c'est pas de la variété française loin de là, mais des morceaux instrumentaux de Ruchi Sakamoto, où il y a une espèce d'ambiance. Ouais. Qui C'était une plane. rêve totalement, en vrai. Ah bah voilà, donc, et pourtant on s'en est pas parlé. Hein. Ouais, Mais il c'est y marrant. a quelque chose d'extrêmement subtil, donc je vous conseille le morceau Thé au jasmin sur l'album Gris Pâle, sur toutes les plateformes. Quelles sont tes inspirations ? Alors, mes inspirations, moi, je chante et rappe en français, donc il y a naturellement énormément d'influences françaises, donc beaucoup dans le hip-hop français. Ensuite, pour tout ce qui est instrumental, je me suis plus rapproché pour le coup de ce qui se fait aux États-Unis, notamment avec la scène jazz hip-hop qui est très très présente aux États-Unis, pas encore trop en France, mais qui arrive de plus en plus. Notamment dans mes morceaux, il y a pas mal d'utilisation de piano jazz, de trompette, voilà. Donc tout ce qui est influence, donc ça va situer donc vraiment dans le hip-hop français, beaucoup d'artistes à texte, parce qu'il y a j'essaie de mettre vraiment en avant le texte, de raconter des choses,
voilà. Et pour ce qui est de la musique, plus vers les États-Unis, surtout ces derniers temps, je m'inspire franchement de plein de personnes différentes. Je vais pas forcément dire des noms de personnes, mais Tu veux fâcher personne en fait. je veux fâcher personne, je veux fâcher Des personne. fois que Stevie Wonder nous écoute, t'imagines? Bah, Stevie, je m'en inspire par exemple. C'est pour ça que je t'en parle. Donc ouais, bah carrément, Stevie, c'est une grosse inspi. Mais je m'inspire pas. Enfin, je m'inspire beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup de rappeurs belges, notamment un rappeur belge qui s'appelle Swing, où je m'inspire pas mal de lui. Parce que c'est un truc entre le chanté et le rap. Un artiste comme Luigi aussi, pour le coup, qui est français. Je m'inspire beaucoup. Donc j'aime bien en fait ce truc d'être alambiqué entre le rap et la chanson. Et parce que c'est tout ce que j'aime, et du coup je fais vraiment la musique que j'aime, et voilà. Parce qu'en fait, tu parlais des textes tout à l'heure. Tu m'offres une transition géniale. Parfait. Dans tes textes, il y a quand même quelque chose d'assez dark. Enfin, moi, je trouve parfois. Parce que c'est quelqu'un de solaire, pour ceux qui n'auraient pas encore vu physiquement Turmi. Mais dans ces textes, il y a parfois quelque chose de très sombre. Je pense notamment au morceau que tu détestes aujourd'hui, mais il est quand même dans l'album Solo dans ma tête. Tu m'as dit un jour, ça, je l'ai écrit à un moment où il faudrait pas. Et Je le déteste pas. C'est juste. Solo, c'était le morceau le plus compliqué à travailler. Parce que. À travailler et à réaliser. Parce que c'est un morceau qu'on a fait en. Du coup, je l'ai fait avec mon ami Woody, donc Marco. Et donc, en fait, c'est un morceau où on s'est dit qu'on voulait. Enregistrer tous les instruments nous-mêmes, donc on est allé en studio enregistrer sur un beau Steinway à queue, on a écrit pour cordes, donc moi je fais du violon aussi, donc j'ai joué dedans, et on a fait on a écrit avec Marco un quatuor à cordes, on est allé enregistrer tout ça, mais du coup il fallait que tout soit hyper carré, fallait pas qu'on se trompe, j'ai dû enregistrer des voix après, on avait déjà fait une maquette avant dans un autre studio avec un autre piano, et du coup il y a eu plein de versions différentes du morceau, et le morceau c'est un morceau que j'avais écrit il y a plus de 2 ans maintenant, et du coup qui est sorti là très récemment, et du coup je suis un peu détaché de ce que je ressentais à ce moment-là, mais voilà, et donc c'est vrai que ce morceau est assez sombre. En fait le projet est assez sombre, moi je trouve, dans l'ensemble. On est d'accord. C'est pour ça en fait que je l'ai appelé Grippal notamment, et donc en fait je voulais faire un projet sombre parce que donc j'avais sorti un premier projet qui s'appelait Matin, qui était vachement plus champêtre, voilà. Où c'était un peu plus, c'était un peu un projet embryonnaire où je testais plein de trucs et j'étais plus dans un mood de joie et tout. Et là, les émotions qui me traversaient plus ces derniers temps étaient plus dans un truc plus bresson. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie qui étaient moins marrantes, on va dire, même si en vrai ça va. Et c'était ça que je voulais mettre en musique. En tout cas, c'était par cette introspection-là que je passais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je veux faire un projet. En fait, le projet, à la base, je voulais faire quelque chose où le thème principal, c'était l'accession au bonheur. Et en fait, c'est pour ça que le projet suit une ligne... j'ai essayé de suivre une ligne, en fait, où ça finit bien et ça commence un peu mal. C'était un peu ça que je voyais. Bon, au final, il y a eu plein de retournements et chacun a sa lecture. Moi, c'est la lecture que j'avais à la base. Je trouve qu'elle se ressent, voilà, plus ou moins. Mais c'est ça, en tout cas, la ligne directrice. C'était vraiment l'accession au bonheur et ce truc de pourquoi t'es triste si ça va bien, pourquoi t'es pas triste si ça va mal. Enfin, toutes les choses comme ça. Les textes sont très travaillés, en fait. C'est ce qu'on ressent quand c'est ce qu'on voit et qu'on entend, pas uniquement ce qu'on ressent quand on écoute l'album. Il y a vraiment une très belle prose qui, de nos jours, est pas forcément évident. Je pense qu'il y a plein de choses qui sortent qui sont peut-être chouettes, mais qui sont pas forcément travaillées. Une grande maturité. À 22 ans, c'est quand même pas rien. Ouais. À quel âge tu dis ? 22 ans. 22 ans, oui. Quand même une grande maturité, je trouve. C'est gentil. Voilà. Il y a aussi un truc très important, c'est qu'il y a un réel travail sur la musique. Comme tu disais, il y a des cordes, mais de vraies cordes, il y a de vrais pianos, il n'y a pas que du synthé, il y a de vrais arrangements. Donc tout ça est vraiment porté par des gens qui connaissent et qui aiment la musique, ce qui est aussi pas forcément donné à tout le monde, hein, je ne citerai personne non plus. Et justement, à propos de cette musique, comment tu fais pour avoir des arrangements aussi parfaits ? Parce que c'est gentil. Il n'y a pas que la ligne mélodique, il y a aussi l'arrangement. C'est gentil. Bah du coup, ouais, je produis moi-même, je fais moi-même toutes mes instrumentales.
Mais donc sur l'album, j'ai pratiquement tout fait tout seul, sauf le morceau Grippal qu'on va écouter, que j'ai fait en collaboration avec un ami qui s'appelle Rémi Icard. Et le morceau La Dernière, où c'est Stuck in Waveform qui a fait l'instrumental et moi qui fais la fin de l'instrumental. Enfin, on s'est un peu partagé le truc, quoi. Mais sinon, pour tout ce qui est arrangement, en fait, j'ai la chance d'être entouré de plein de musiciens et d'avoir du coup toute cette formation classique. Donc je suis entré au conservatoire, j'avais 5 ans. Donc j'ai fait beaucoup de violon, de piano. Donc j'ai toute cette culture-là mélangée à toute la culture hip-hop que j'ai avec tout ce que j'écoute. Donc j'ai la chance d'avoir en fait la théorie qui m'aide vachement à produire ça, plus la technique, même si c'est pas vraiment ma spécialité la technique, mais la technique de production. Et j'ai la chance d'être entouré de plein de musiciens. Et ça c'est vraiment ce qui m'a vachement aidé sur ce projet par rapport aux autres trucs précédents que j'avais pu faire. Mais là je me suis dit je voulais vraiment m'entourer de plein de musiciens parce que je joue plein d'instruments, mais je connais plein de gens qui jouent mieux que moi, donc autant les enregistrer eux. Bon, pour le coup les pianos c'est pratiquement moi qui les joue tous sur le projet. Mais sur solo, du coup, c'est Woody qui joue. Il y a 4 choristes chanteuses sur l'album que j'ai enregistré qui arrivent à plein de moments. Donc il y a des chœurs, il y a une chanteuse qui est là très souvent. Il y en a 2 autres que j'ai enregistrées sur un morceau, une autre qui arrive sur un morceau. Parce que j'adore les voix féminines, je trouve ça trop beau. Et après, moi, je faisais mes chœurs aussi. J'ai enregistré là sur Grippal qu'on va entendre, j'ai enregistré un ami de l'école de jazz qui s'appelle Ilyes, je lui ai fait enregistrer la trompette et le bugle. Donc le bugle c'est une sorte de grosse trompette qui sonne presque un peu comme un trombone, je sais pas si... Avec une forme assez bizarroïde, qui est... en gros c'est comme une grosse trompette en fait, c'est ça. Moi je connaissais pas l'instrument avant en fait de l'enregistrer. Mais c'est très utilisé dans le hip-hop et dans le jazz urbain, le street jazz américain en fait. Ok, ouais, je connaissais pas très bien et il a ramené son bugle et il a dit je peux essayer avec ça et j'ai fait let's go, ça sonne trop bien. Et je me suis dit voilà. Et donc ouais, j'ai eu la chance d'avoir tout ça pour m'aider à arranger. Aussi, je pense que le projet il a mûri parce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à le faire. Parce qu'en fait la plupart des morceaux, les textes, je les ai écrits en fait il y a 2 ans, pratiquement tous. Donc plus autour de mes 20 ans. Et tout ce qui est instrumental, ça s'est fait après au fur et à mesure. J'ai eu plein de versions, j'ai eu vachement du mal à le sortir. C'était vraiment un combat contre moi-même parce que j'ai fait faire le truc en indé, vraiment vouloir faire un album à fond. C'était vraiment... C'était technique. Et sur la fin, c'était vraiment dur. Mais au final, je suis trop fier du projet et je suis content de comment il sonne, même si au début, je voulais vraiment plus en entendre parler, mais là, je commence à être vraiment content et j'ai le recul pour me dire que je suis vraiment content de ce que j'ai fait et voilà. Ah oui, non, c'est un album absolument formidable. On voit aussi que l'image est importante parce que tes clips sont quand même extrêmement soignés. C'est gentil. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les clips de Tianmi, allez donc sur YouTube. On peut aller voir comment et où ? Eh ben, on peut aller voir déjà sur la plateforme YouTube. Il a une plateforme YouTube où il y a le concert intégral au Petit Bain. Oui, c'est 2021 vraiment... quand même. Ouais, enfin bon, c'est un peu hier, quoi. C'est vrai. Voilà, il faut aussi aller sur l'Insta, Tianmi_music. Ouais. Et puis tout de suite, avant qu'on n'ait plus le temps, on va écouter notre ingé son adorable de chez Quesson veut bien et nous faire écouter tout de suite Grippal par Tianmi. Le petit bébé peut voir ses mains, mais il ne peut pas se voir lui. Alors, est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que j'existe vraiment ? Je ne sais pas trop pourquoi, mais souvent j'espère me lever un matin sur une autre sphère. J'ai tout à portée de bras et pourtant j'essaye toujours de rajouter des nuages dans le ciel. Le temps est grippal, le soleil à la crève, je crois que c'est vital. Besoin de tristesse dans la tête, vos paysages par la fenêtre de la ligne 13. Ça me réjouit de croiser tous ces regards pleins de détresse. Grippal, ça se voit que sa vie est cool, observant le temps qui s'écoule dans cet open space. Un boss tout aussi cool qui a suivi un peu plus de cours, donc faut bien lui lécher les boules pour conserver sa petite chaise. Et mes écrits parlent d'eux-mêmes, ce monde n'est pas mon domaine. Juste un gamin paumé qui essaye de faire ressortir ses pommettes. Grippal, le soleil à la crève, je fais ressortir les problèmes. J'avance toujours en noircissant le ciel. Je ne sais pas trop pourquoi, mais souvent j'espère me lever un matin sur une autre sphère. J'ai tout à portée de bras et pourtant j'essaye toujours de rajouter des nuages dans le ciel.
ne sais pas trop pourquoi, mais souvent j'espère me lever un matin sur une autre sphère. J'ai tout à portée de bras et pourtant j'essaye toujours de rajouter des nuages dans le ciel. C'est fini pour ce soir. Merci Valérie, merci de nous avoir proposé ton invité. Tu nous rappelles son nom et son livre? Marie Daucher, le livre s'appelle Et l'amour aussi. Et ton invité, Jean-François? Turmi pour l'album Gripal qui est sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez, Apple Music. Il faut vraiment l'écouter. Il nous a fait l'amitié de venir alors qu'il est très pris, le garçon. Bravo, merci d'avoir répondu à l'invitation. À très vite dans mon micro, j'espère. Merci, ciao, ciao. Salut Nathan, salut à tous et à très vite pour une prochaine émission. Au revoir, prenez soin de vous. Je veux plus jamais voir les larmes s'il y a pas de sourire sur mes lèvres. Je serai mieux dans l'au-delà, je serai mieux dans l'au-delà. Laissez-moi dans l'au-delà, laissez-moi dans l'au-delà. Il y aura le soleil dans le miroir. Il y aura le soleil dans le miroir. Je suis sûr que ce n'est plus un mirage. Il y aura le soleil dans le miroir. Je suis sûr que ce n'est plus un mirage. Je viens d'assister sur le rivage. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.